Salut, rebonjour à vous dans le chat, salut à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Merci d'être restés, j'avais peur que vous filiez. Ça nous permettait de faire une pause pour aménager l'espace. Vous avez vu qu'on a un format avec 2 fois 2 invités, c'est un format qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc ça supposait qu'on vous mette en pause pendant 5 minutes. On quitte Israël, on quitte la bande de Gaza, on va voir ce qui se passe du côté de Daesh, du groupe terroriste État islamique, dont on parle un peu moins en ce moment, mais pourtant qui continue de recruter ses ouailles, notamment en Occident. On en parle notamment parce que Daesh se rappelle à nous régulièrement dans l'actualité, en Syrie, en Irak, mais aussi en France, où par exemple, 3 hommes soupçonnés d'avoir projeté une action violente à explosifs ont été interpellés la semaine dernière dans le Nord et mis en examen dimanche dernier. Le suspect principal, âgé de 19 ans et inconnu des services de renseignement, avait rédigé un courrier d'allégeance à l'État islamique. Il est 18 h passé de presque 10 minutes. On a le droit de dire bonsoir sur France Info. Bonsoir Marc Hecker. Bonsoir, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bonsoir, Marc Hecker. Vous êtes directeur adjoint de l'IFRI, vous êtes rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Vous avez commis Daesh au pays des merveilles, aux éditions Spinel. Daesh au pays des merveilles, dont on va beaucoup parler ce soir. À vos côtés, en face de moi, Laurence Bilner. Bonsoir, Laurence. Bonsoir Ludovic. Vous êtes consultante sur l'analyse des discours radicaux, vous êtes cofondatrice de JOS Project, qui observe les activités en ligne des groupes djihadistes. Vos travaux de recherche portent, il me semble, sur la dynamique de dissémination de la propagande, ainsi que sur sa rhétorique. Est-ce que j'ai tout bon? Tout le monde. Monsieur, super. Marc Hecker, Daesh au pays des merveilles, c'est un roman. C'est votre premier roman d'ailleurs, parce que vous avez écrit pas mal de trucs avant. C'est la première fois que vous écrivez un roman. C'est un roman qui emprunte au vrai. Alors là, j'ai plein de questions un peu de journalistes. Vous vous êtes inspiré de qui et de quoi? Pourquoi ce titre? Et puis pourquoi ce livre? Alors merci d'abord de l'invitation et puis merci à tous les Twitchers, je sais pas si c'est comme ça. Les viewers, les Twitchers, les comme vous voulez. Qui sont présents. Ils sont tous sympas. Ah ben, j'espère. Alors pourquoi ce livre? Effectivement, c'est un mélange de fiction, non-fiction, ce qui est assez inhabituel pour un chercheur. Comme vous l'avez dit, j'avais publié avant des recherches, ce qui est beaucoup plus naturel pour un chercheur. Donc pourquoi? Il y a plusieurs raisons. D'abord, la fiction permet vraiment de faire des scénarios, d'imaginer des hypothèses et de les creuser. En l'occurrence, on va en parler, mais enfin, je développe une hypothèse qui avait été évoquée par le directeur général de la sécurité intérieure, le DGSI, lors d'une audition en 2016, et son hypothèse ne s'était pas réalisée. Donc j'essaye de voir ce qui aurait pu se passer si c'était arrivé. Ensuite, ça permet la fiction de rentrer dans la tête des personnages, parce que ça, c'est un grand problème des chercheurs. On ne peut pas être sûr des intentions des personnages, enfin des personnalités dans la réalité. Et là, en termes de fiction, on peut rentrer dans la tête. Un jour, un gardien de prison m'avait dit on ne peut pas perquisitionner un cerveau, ce qui est très juste. C'était un gardien qui travaillait dans une unité dédiée à la radicalisation. Et toute la question était de savoir si les individus étaient en voie de désengagement ou pas. Et voilà, les personnels pouvaient faire des hypothèses, émettre des probabilités, mais ils n'étaient pas sûrs. Là, dans la fiction, on peut rentrer dans la tête des personnages, on peut perquisitionner le cerveau. Et puis l'autre raison, c'est que quand on est chercheur, ça fait 20 ans que je travaille sur ces sujets, on accumule des anecdotes, mais on ne peut pas placer ça dans des publications académiques, ça n'a pas sa place. Dans la fiction, on peut le faire, et parfois ce sont des anecdotes assez amusantes. Et alors l'humour, en réalité, ça a sa place aussi sur un sujet aussi tragique. L'humour a pu être utilisé à des fins de prévention de la radicalisation. Il est souvent aussi utilisé par des victimes dans une logique de résilience. Donc ce n'est pas, à mon sens, déplacé d'avoir quelques touches d'humour, même sur un sujet tragique comme celui-là. Laurence, j'ai encore une question pour Marc, mais après c'est promis, c'est à vous. Marc, vous décrivez notamment, j'ai parcouru quand même un peu votre livre, vous décrivez notamment la maladresse avec laquelle le monde universitaire, médiatique, politique aussi s'empare de la question de la radicalisation, avec des raccourcis, des intérêts aussi des uns et des autres à s'emparer du sujet pour de bonnes ou mauvaises raisons, avec aussi des guerres de chapelle dont vous montrez, vous donnez à lire en tout cas qu'elles sont un peu vaines. On trouve là donc cet universitaire qui est très content de vendre son livre, un autre que les raccourcis n'embarrassent pas vraiment et qui aime marteler ses bons mots, ses formules choc sur les plateaux de télévision, maquillé à la truelle par les maquilleuses de France Cool. Pourquoi on a tant de mal à se saisir de cette problématique? Alors là, ce qu'il faut dire, c'est que la question vaut aussi pour vous, Laurence. L'histoire se situe de 2013 à 2017. Et c'est une période où, en fait, la société française dans son ensemble s'est retrouvée face à un phénomène qui était très largement sidérant et qui n'avait pas été suffisamment anticipé. Donc on a eu à ce moment-là énormément de choses qui se sont passées et qui n'étaient pas forcément maîtrisées, pas forcément contrôlées. Et le politique, qui cherchait des réponses, qui cherchait des solutions,
a effectivement fait appel à des universitaires pour tenter d'avoir des explications scientifiques, mais en réalité, on est dans le domaine des sciences de l'homme, donc il n'y a pas de science exacte pour comprendre un phénomène de radicalisation. Et donc, il y a eu différentes hypothèses qui ont été développées par différents chercheurs, et ça a effectivement donné des guerres de chapelle. Maintenant, ce que j'essaye de montrer aussi, c'est que au-delà de ces guerres de chapelle, on a quand même réussi à avancer au fil des années et les politiques ont essayé de proposer des solutions. Alors elles n'ont pas toujours été efficaces, mais enfin la société s'est mise en branle, a avancé et le politique a essayé de faire son travail. Laurent, je vous vois acquiescer. Oui, oui, Marc a tout dit là-dessus, mais en fait, le sujet du roman, je n'ai pour l'instant lu que les premières pages. C'est vraiment une démarche intéressante parce que ça explore, enfin voilà, c'est une démarche exploratoire qui permet d'incarner un scénario, un peu un scénario du pire, un peu le scénario cauchemar qu'on aurait pu avoir. Alors ça se situe dans le passé, mais ça peut aussi être un roman d'anticipation. Et le fait d'explorer ce scénario, ça permet de mieux s'en saisir, de mieux l'analyser et notamment pour les politiques, de savoir voilà, qu'est-ce qui se passerait si jamais un tel développement avait lieu là, dans les temps qui viennent, parce que c'est vrai que pour l'instant, on est beaucoup sur des dynamiques de radicalisation djihadiste, mais l'ultra-droite existe, elle se structure, elle se transnationalise, et elle est bien là, elle existe, même si elle fait moins parler d'elle, notamment en France. Elle fait parler d'elle dans d'autres pays, mais un peu moins en France, mais elle est là. Vous auriez dû me faire ma transition, puisque donc on va beaucoup parler de Daesh, hein, mais vous parlez aussi beaucoup de l'ultra-droite dans votre livre. C'est Daesh qui pousse l'État à surréagir pour affaiblir en quelque sorte la démocratie. Et toujours dans votre livre, que cela entraîne une surréaction de groupes d'ultra-droite, avec en su la présence affirmée de la mouvance accélérationniste, celle qui va pousser à la guerre civile. C'est quoi la mouvance accélérationniste? Alors, ce qu'il faut rappeler d'abord, parce que on a beaucoup discuté là quelques minutes du livre, mais il faut expliquer ce qui s'y passe quand même. Et il faut notamment parler de cette audition du directeur général de la sécurité intérieure qui a vraiment eu lieu. Et là, il y a quasiment un verbatim de l'audition, même si évidemment je ne reprends pas le vrai nom du DGSI de l'époque. Et ce qu'a dit le DGSI en mai 2016 à l'Assemblée nationale, donc c'était la commission d'enquête parlementaire après les attentats de 2015, c'est que s'il y avait encore d'autres attentats, on aurait une grande confrontation entre l'ultra-droite et le monde musulman. Et il insiste sur le fait qu'il parle des musulmans et pas des djihadistes ou des islamistes. Et ça n'est pas arrivé alors qu'on a eu quand même beaucoup d'attentats djihadistes par la suite et des attentats importants. Quelques semaines après cette audition, on a eu un prêtre qui s'est fait égorger à Saint-Étienne-du-Rouvray. Un peu plus tard, il y a eu l'attentat de Nice avec 86 victimes sur la promenade des Anglais. Donc on a vraiment eu des gros attentats très, très marquants. Et pourtant, cette grande confrontation n'a pas eu lieu. Donc on peut se demander pourquoi. A priori, il y a deux hypothèses qui sont avancées. Les optimistes disent que la société est plus résiliente qu'on ne pense. Les pessimistes, ou peut-être réalistes, expliquent que en fait, les services de renseignement étaient efficaces parce que des projets ont été déjoués. Et là, ce que j'essaye d'imaginer dans ce livre, c'est que se serait-il passé si des attentats d'ultra-droite avaient eu lieu. Un petit mot quand même pour préciser là, ce qu'a dit Laurence. Sur les attentats déjoués, on en a eu quand même une douzaine de l'ultra-droite depuis 2017. Certains étaient en réalité très peu avancés, mais d'autres l'étaient davantage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, on est dans une période de procès. On a eu en septembre 2024 le procès des protagonistes du groupe Waffenkraft. Le leader a pris 18 ans de prison, donc c'était sérieux. Il avait des armes, il avait écrit un manifeste, il admirait le terroriste d'ultra-droite norvégien Anders Breivik. Bon, il a été arrêté à temps. Dans les prochaines semaines, prochains mois, on aura d'autres procès, notamment du groupe Action des forces opérationnelles qui planifiait des massacres de masse contre des musulmans. Donc on voit que cette menace, elle est présente, mais jusqu'à présent, elle a été déjouée et contenue. Laurence, c'est ce que vous constatez sur les réseaux, peut-être, cette montée des discours d'ultra-droite? En fait, ce qui est très intéressant dans la démarche de Marc, c'est que il y a entre l'ultra-droite et les djihadistes, il y a des résonances. Oui. En fait, il y a des résonances à la fois en termes de vision du monde, de grief, de mode opératoire. Et
chaque mouvance se nourrit des actions de l'autre mouvance. Voilà, il y a des résonances en termes de recherche de la pureté, d'une grandeur perdue, d'un âge d'or perdu. Donc l'âge d'or de l'islam pour les djihadistes, et l'Europe blanche et chrétienne C'est pour... presque un univers merveilleux au sens littéral du terme. Hein. Voilà, c'est un univers en fait de recherche de pureté, c'est-à-dire de pureté entre guillemets, que les deux sphères recherchent. Il y a l'idée également il y a plein de résonances, mais il y a notamment l'idée de la martyrologie. Dans la sphère djihadiste, vous avez la caravane des martyrs, qui est une sorte on va dire de trombinoscope des personnes des kamikazes. Dans la sphère d'ultra-droite, en miroir de ça, vous avez le calendrier des saints qui sont des chaînes Telegram qui envoient à chaque date anniversaire de grands attentats d'ultra-droite une fiche sur les auteurs de ces attentats. Voilà, il y a peut-être juste préciser, calendrier des saints, ils sont vraiment représentés comme des saints. C'est ça. Vous avez Anders Breivik avec son auréole, et l'auteur, il y avait eu un massacre, je ne sais pas si vous en souvenez, dans une mosquée à Christchurch, par un Australien, lui aussi représenté avec son auréole. Donc ils sont vraiment canonisés en quelque sorte par ces mouvances d'ultra-droite. Exactement. Et plus encore, il y a une sorte de... comment dire... il y a une admiration mutuelle des uns pour les autres. Pour l'instant, c'est surtout de l'ultra-droite pour la sphère djihadiste, parce qu'il y a eu plus d'attentats djihadistes, mais quelque part une admiration pour ces djihadistes qui sont capables de mourir pour leur cause. Donc voilà, il y a un haut statut de ces djihadistes. Et encore au-delà de ça, on a déjà vu des situations de coopération contre nature, où des personnes d'ultra-droite voulaient coopérer avec des djihadistes. Anders Breivik, on en parlait il y a quelques minutes, lui, il considérait que l'ennemi, le plus grand ennemi, c'était l'ennemi proche, c'était la gauche, et il était prêt à coopérer avec Al-Qaïda pour taper l'ennemi proche. On a vu quelques années plus tard aux États-Unis une situation intéressante, où on avait un militaire américain qui faisait partie d'un groupe qui s'appelle Order of Nine Angles, donc c'est ultra-droite dans la mouvance sataniste. C'était donc un militaire qui a cru donner à Al-Qaïda des informations sur son unité pour qu'Al-Qaïda tape son unité, pour qu'il y ait des représailles et qu'il y ait un engrenage de violence et accélérer la guerre ethnique, la guerre raciale, etc. Donc voilà, parfois, vraiment, il y a une sorte de symbiose et une sphère alimente l'autre et elles vont chercher dans l'autre sphère. Et c'est même aussi au niveau des codes de publication. C'est-à-dire que on voit des références dans la sphère ultra-droite qui vont piocher des références iconographiques dans la sphère djihadiste. Et maintenant, l'inverse est également vrai. On ne va pas vous laisser la parole, Ludovic. Mais moi, souvent, je ne parle quasiment pas. Hein. Moi, je vous pose 2 questions, je vous lance et vous parlez souvent. Il faut qu'on réponde. J'ai plein de questions à vous poser si vous n'avez, s'il y a un blanc. Il faut qu'on réponde à votre question sur l'accélérationnisme, mais juste, je voulais mentionner aussi qu'il y a un autre procès en ce moment d'un attentat qui a eu lieu à Lyon, dont on se souvient assez peu en 2019, parce qu'il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu des blessés assez sérieux. Et là, ça rentre dans cette logique exposée par Laurence, parce que, en l'occurrence, c'est un attentat djihadiste. Mais ce qu'explique l'auteur, c'est qu'il a fait son attentat juste avant les élections européennes et que son objectif était de faire monter l'extrême droite. Parce qu'en fait, en accroissant la polarisation de la société, il pensait que ça allait aider au final la mouvance djihadiste à recruter davantage. Donc il y a vraiment effectivement ce jeu de miroir qui existe et qui en un sens est effectivement inquiétant. Maintenant pour l'accélérationnisme. L'accélérationnisme, c'est une des mouvances de l'ultra-droite. Et l'idée de cette mouvance, c'est qu'un grand remplacement est en cours. Et pour éviter que ce grand remplacement n'aboutisse et qu'il y ait une victoire des musulmans, pour le dire vite, eh bien, il faut déclencher une guerre civile tant qu'il y a un avantage démographique pour les blancs chrétiens, pour le dire encore une fois, assez vite. Et leur idée, c'est qu'il va y avoir, à l'issue de cette guerre civile, deux options, hein, soit la victoire, soit la défaite, mais s'ils sont plus nombreux, ils ont plus de chances de gagner. Et en revanche, s'il n'y a pas de guerre civile, l'issue, ce sera la soumission. Et donc il y a aussi ce terme de soumission qui revient.
Et c'est une mouvance qui s'est beaucoup développée aux États-Unis, mais ensuite on en a eu des échos en Europe et notamment en France. Il y a des livres qui étonnamment sont disponibles dans des librairies. Alors c'est pas n'importe quelle librairie évidemment qui vend ça, mais enfin il y a des librairies d'extrême droite qui existent. Et ce qu'on peut y lire est franchement inquiétant aussi. Des livres qui sont autorisés donc. J'ai jamais eu la réponse véritablement. Ils sont, a priori, il y a un ISBN derrière. A priori, ils sont autorisés. Il y a des maisons d'édition, mais ça m'est arrivé de poser la question et la réponse était gênée aux autorités parce que effectivement, on est à la frontière de l'incitation au terrorisme. Maintenant, on sait ce qui se passe quand on interdit un livre. En général, ça lui donne beaucoup plus d'écho, surtout sur les réseaux, sur Internet, et donc ça peut être totalement contre-productif. Donc c'est un peu ambivalent. Mais en tout cas, cette littérature existe et il semblerait qu'il y ait des centaines de personnes, peut-être plus, qui soient prêts à vraiment passer à l'acte. Ouais. Non, juste un mot sur l'effet miroir aussi de l'accélérationnisme, enfin pas l'effet miroir, mais l'existence d'une forme d'accélérationnisme entre guillemets dans la mouvance djihadiste également, c'est qu'en fait il y a tout un imaginaire eschatologique dans eschatologique, il va falloir que vous expliquiez à ceux qui nous regardent. Eschatologique, donc c'est vraiment un imaginaire autour de la bataille de la fin des temps qui aurait lieu à Dabiq, qui est une ville en Syrie. D'ailleurs, l'État islamique avait un magazine qui s'appelait Dabiq, et donc cette bataille de la fin des temps, c'est grosso modo une bataille civilisationnelle entre une armée musulmane et une armée byzantine chrétienne, qui est en fait la métaphore de l'Occident chrétien. Et l'État islamique en fait a voulu aussi hâter cette bataille finale qui rentre donc dans ce programme eschatologique avant la venue du Rédempteur, etc. Et voilà, donc il y a vraiment cette dynamique de combat final également. C'est pas exactement la même chose que l'accélérationnisme, mais il y a quand même un petit effet miroir entre les deux. Une question chat de Yapouka. On va faire des allers-retours, notamment avec le chat. Salut Yapouka, merci de nous rejoindre ou de rester avec nous et de nous faire confiance en tout cas. Est-ce que la poussée du Rassemblement national en France, et en tout cas du climat de racisme ambiant, on n'a pas dit que le Rassemblement national était raciste, en tout cas il y a peut-être un climat de racisme ambiant en France, que peut subir une partie de la population, peut jouer sur la radicalisation des jeunes? Moi, l'hypothèse que j'émets dans le livre, c'est que les attentats de 2015, 16, toute cette période, a contribué à faire monter l'extrême droite. C'est une des raisons, c'est évidemment pas la seule. Il y a d'autres raisons liées à l'immigration, à la criminalité, il y a des raisons économiques également, mais c'est une des raisons. Et effectivement, après, il y a une forme de cercle qui se forme, et quand des expressions sont utilisées soit par des leaders du Rassemblement national, soit par des sympathisants, soit par des candidats aux législatives qui n'ont pas vraiment été sélectionnés comme il fallait et qui dérapent complètement, ça renforce l'idée qu'il y a des communautés stigmatisées dans le pays. Et ça, c'est toute la rhétorique justement des organisations djihadistes. Donc ça donne de l'eau au moulin. Mais là, il faut aussi bien distinguer quand même extrême droite et ultra droite, parce qu'on ne parle pas exactement des mêmes mouvements, c'est des mêmes choses. Hein. Là, Rassemblement national, c'est l'extrême droite un mouvement d'extrême droite qui s'inscrit dans un cadre républicain, qui se présente aux élections. L'ultra droite, on parle de personnes qui sont violentes, qui souvent sont fichées. Pour le ministère de l'Intérieur, la mouvance ultra-droite, ce serait à peu près 3000 personnes. Sur ces 3000 personnes, il y en aurait 1500 qui seraient susceptibles de recourir à la violence. Et sur les 1500, probablement quelques dizaines, peut-être un peu plus, qui pourraient recourir au terrorisme. Donc on est sur des choses différentes, même s'il peut exister des formes de continuum. En tout cas, ça se discute et ça s'analyse. Donc voilà, c'est un point important de différencier les deux. Mais justement, c'est une des hypothèses que je voulais tester dans le livre, c'est est-ce que des attentats d'ultra-droite pourraient en fait bénéficier politiquement à l'extrême droite? Parce qu'il y a à un moment donné une référence qui est faite à Soumission, le livre de Michel Houellebecq, qui a été publié en 2015, et qui en fait développait un scénario qui n'était pas tellement éloigné. Mais lui, sa conclusion, c'est que la guerre civile en fait déboucherait sur la victoire d'un candidat islamiste qui deviendrait président, entre guillemets islamiste modéré. Et je pense que là, politiquement, il se trompe. La
la dynamique politique depuis 10 ans, depuis la parution de Soumission, elle est plus en faveur de l'extrême droite qu'en faveur de l'islamisme. L'islamisme progresse sans doute dans le pays, mais il n'a pas la même base populaire par définition, notamment pour des raisons démographiques, que l'extrême droite. Politiquement, on peut, pour 2027, on pourrait envisager, on va voir ce qui se passe, mais que l'extrême droite arrive au pouvoir, on n'en sait rien, mais c'est une hypothèse qui est probable, possible, enfin je ne sais pas quel est le bon terme. Évidemment, la probabilité est difficile à estimer précisément. En revanche, avoir un islamiste qui arriverait au pouvoir en 2027, ça semble... Pour le coup, c'est hautement improbable. Hautement improbable. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, il y a un djihadiste français qui s'appelle Omar Homsan, qui est actuellement en Syrie, qui avait émis des propos plutôt favorables à Marine Le Pen, parce que, quelque part, en stigmatisant, potentiellement, si l'extrême droite stigmatisait les musulmans, ça allait nourrir les rangs du camp adverse. Et finalement, dans son imaginaire à lui, c'est chacun chez soi. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un modèle Daesh en matière de communication stratégique? Marc, vous évoquez la stratégie des mille entailles. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les mille entailles? Oui, des 1000 entailles. On dit 1000 entailles. Hein. Là, pour les Twitchers, 1000 est invariable. Il n'y a pas de S. À la radio, c'est les liaisons formales à propos. Qu'est-ce que c'est que la stratégie des 1000 entailles? Alors, c'est pas forcément de la communication pour le coup, mais il faudra qu'on parle de communication parce que c'est important. On est sur un média et il faut toujours se souvenir que le terrorisme est aussi un phénomène médiatique et que parfois, notamment dans cette période 2014, 15, 16, 17, les médias ont offert une caisse de résonance sans doute démesurée aux groupes terroristes. Qu'est-ce que c'est que la stratégie des 1000 entailles? En fait, ça part d'un constat. Le constat, c'est que les gros attentats très sophistiqués sont rares, sont très difficiles à réaliser, et quand un groupe essaye d'en faire un, il y a des chances qu'il soit intercepté parce que ça laisse des traces, et c'est autant de chances pour les services de renseignement d'intervenir et de les neutraliser avant le passage à l'acte. Et donc l'idée, c'est que plutôt que de faire des gros attentats compliqués, mieux vaut passer à l'acte de manière très simple, avec des moyens rudimentaires, pour faire des attentats dits low cost. Donc ça peut être avec un couteau, ça peut être avec une voiture bélier. Ces attentats, évidemment, font moins de morts que le Bataclan ou le 11 septembre, mais l'idée, c'est qu'en les multipliant, eh bien, il va y avoir un effet stratégique, un effet sur la société qui va saigner le corps social à petit feu. C'est ça les 1000 entailles. C'est qu'en fait, en faisant 1000 entailles sur un corps humain, vous finissez par tuer la personne. Vous n'avez pas besoin de cibler le cœur avec un coup de couteau. Si vous lui faites 1000 entailles, la personne va perdre son sang. Et donc c'est une métaphore qui applique cette idée de corps humain au corps social. Et l'idée, c'est que en multipliant les petites attaques, le corps social va saigner à petit feu. Une autre idée, c'est qu'au bout d'un moment, le corps social va réagir. Alors la surréaction va venir potentiellement d'une partie de la société civile. Là, c'est l'hypothèse de l'ultra-droite qui s'en prendrait aux musulmans, en l'occurrence, à la suite d'attaques djihadistes. Ou alors, la surréaction peut venir des autorités. Et là, ce sont typiquement des politiques discriminatoires qui pourraient nourrir en réalité la propagande djihadiste et, de manière contre-productive, aider les groupes djihadistes à recruter. Alors, comment on construit donc son média, donc comment on construit le véhicule de ce message sur les réseaux notamment? Alors, actuellement, en fait, je pense qu'il faut faire un flashback sur ce qu'a été la propagande et ce qu'elle est devenue en fait. Et c'est une des grandes forces de l'État islamique, c'est que ça a su s'adapter quand même à chaque fois très très rapidement. Oui, c'est-à-dire que en fait, le but de l'État islamique, c'était de devenir le leader de marque dans l'offre radicale djihadiste. Il voulait peupler son califat. Et donc, en cela, il s'est démarqué d'Al-Qaïda. Al-Qaïda était plutôt sur une propagande intellectuelle, idéologique, des grands discours longs, ex cathedra, pas trop d'images. C'était plutôt un recrutement cognitif. L'État islamique, lui, ce qu'il a mis en place, petit à petit, c'est une machinerie médiatique très imposante, avec une production de masse,
une dissémination très organisée, très coordonnée, et une accessibilité des contenus avec une large surface de contact avec les contenus, une accessibilité en quelques clics. Vous pouviez, à la grande époque du califat, vous pouviez tomber sur un contenu, et aussi accessibilité en termes d'intelligibilité, c'est-à-dire qu'il y avait des traductions dans toutes les langues, quoi. Donc voilà, il a mis ça en place, et grosso modo, c'est cette propagande qui a fait mouche et qui a atteint des jeunes qui ensuite les ont poussés à partir en Syrie. Maintenant, ça, c'était plutôt en 2014, 2015, etc. Et je crois qu'en fait, on peut faire un parallèle entre ce qu'a fait l'État islamique sur le terrain et ce que fait l'État islamique en ligne. Parce que c'est assez intéressant, il y a vraiment un parallèle qui est notable. À cette époque-là, l'État islamique occupait un territoire en Syrie et en Irak. De même, sur l'espace numérique, il occupait un espace web. Ensuite, à la faveur des frappes de la coalition, le proto-État a muté en groupe insurrectionnel avec des activités clandestines. C'est pareil, à partir de fin 2015, en fait, après les attentats de Paris, début 2016, les grandes plateformes ont commencé à intervenir, les grandes plateformes et puis les autorités ont commencé à intervenir contre les contenus djihadistes, à la fois en termes de production, de dissémination, etc. Et il y a eu un repli des grands réseaux sociaux vers des applications plus confidentielles, des applications de messagerie chiffrée, Telegram par exemple. Alors, c'était l'app par excellence. Et de même que sur le terrain, ensuite, l'État islamique, il a gardé un peu sa forme clandestine, insurrectionnelle, en menant des attaques éclairs contre les forces en présence sur le terrain. De même en ligne, depuis Telegram, l'État islamique continue à envoyer des contenus sur les grands réseaux sociaux pour recruter, pour faire parler de lui, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a même l'État islamique sait que quand il arrive sur Facebook, sur Instagram, ces contenus vont pas durer longtemps, mais il y a des chercheurs qui appellent ça des contenus inrimassi, en référence aux combattants inrimassi, qui sont des combattants qui percent les lignes ennemies pour faire le plus de morts possible, mais survivre le plus longtemps possible. Bon, mais là, vous avez des contenus qui percent les algorithmes des plateformes pour rester le plus longtemps possible en ligne. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il y a une dialectique, il y a un arbitrage à faire pour ces groupes entre, d'une part, garder une sécurité opérationnelle et ne pas se faire supprimer des comptes, des pages, des groupes, etc. Et d'autre part, faire parler d'eux, recruter, diffuser leurs messages, diffuser les contenus ultra-violents, etc. Et donc, voilà, il y a cette espèce de tension permanente entre ces deux contraintes. Actuellement, maintenant j'en viens à aujourd'hui, alors on n'est plus du tout sur les mêmes formats, parce qu'on voit beaucoup dans la presse que la propagande de l'État islamique, etc., continue. Oui, elle continue, c'est vrai, elle continue, mais on n'est plus du tout sur la même volumétrie qu'en 2015, 2016, etc. Il n'y a plus les grands magazines qu'il y avait à l'époque, il y en a, c'est plus les mêmes. On était en 2015, en août 2015, c'était l'apogée du califat, du cybercalifat, on était sur plus de 700 contenus en un mois. Donc c'était vraiment une déferlante, quoi. Là, actuellement, en fait, la propagande, elle a régressé en termes de volume, elle a régressé en termes de dissémination, parce qu'il y a eu des actions, etc., en termes d'accessibilité. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, elle est plutôt confinée dans des plateformes confidentielles, toujours Telegram, mais d'autres plateformes plus confidentielles. Elle continue à réapparaître de manière régulière sur les réseaux sociaux, mais plus du tout avec cette surface de contact qu'on avait avant. En revanche, ce qu'on observe, c'est que, en fait, vous avez de même, et on peut aussi faire un autre parallèle avec l'État islamique dans la vie réelle, qui s'est décentralisé. Il y a eu un phénomène de décentralisation, et on observe en ligne des espèces d'écosystèmes numériques qui sont désarrimés de la propagande officielle et des médias officiels. L'archipélisation. Exactement, une archipélisation qui est où vont circuler soit des gens qui sont liés de près ou de loin à l'État islamique, soit pas du tout, et qui vont récupérer des archives de l'État islamique, qui vont les remixer, les adapter, et qui vont les republier sous
des formats très courts, des formats qui empruntent à la pop culture, au même. On voit des animés avec des nashids de l'État islamique, c'est-à-dire des chants de l'État islamique qui circulent. Ce qui est hyper efficace, parce qu'ils reprennent les codes de leur propre culture locale, donc... Exactement. Et en fait, ça, c'est très digéré, c'est une façon aussi de trivialiser cette propagande, d'en diffuser, en fait, de banaliser les codes. Et voilà, quand vous avez quelqu'un qui voit un nasheed, il fait qu'est-ce que c'est que cette chanson, elle est chouette. Voilà. Et donc en fait, il y a vraiment cette espèce de décentralisation de cette propagande, mais si la propagande officielle n'est pas trouvable rapidement, en fait, cette propagande-là, elle est très très accessible encore sur des réseaux comme TikTok. Je voulais juste rajouter un point historique qui est que nous, en Europe et en France, on a été très marqués par la propagande ultra-violente de Daesh. Les égorgements, les prisonniers en tenue orange pour rappeler Guantanamo, ce genre de choses. Mais en réalité, ce que montraient les chercheurs qui étudiaient la propagande à l'époque, c'est que l'immense majorité des contenus étaient non violents. Et il y avait notamment en 2013-2014, quand l'État islamique cherchait à inciter à l'émigration, la hijra, vers la zone syro-irakienne, appelée le Cham dans cette mouvance-là, il y avait tout un tas de vidéos, de photos qui montraient vraiment un paysage idyllique. C'était le pays des merveilles, justement. Et il y a un personnage dans le livre qui fait référence à ça. Donc on pense effectivement que Daesh au pays des merveilles, c'est la zone syro-irakienne. Et en réalité, au fur et à mesure de la lecture, on comprend que c'est aussi la France, mais pour d'autres raisons, le pays des merveilles. La raison, c'est que la France était vue comme un pays fragile, une société fragile, du fait des tensions déjà existantes, du fait de la démographie aussi. Et donc l'idée, c'était de mettre le paquet, entre guillemets, sur la France, parce qu'il y avait des chances d'implosion, plus dans ce pays que dans d'autres. Voilà grosso modo l'explication du titre, parce que vous aviez posé ça comme question au tout début de l'émission. Donc j'y réponds maintenant tardivement. Merci d'y avoir répondu, Marc Hecker. Laurence, pardon. Oui, il y a deux choses à dire sur ce que dit Marc. D'abord, les vidéos longues de la grande époque de l'État islamique, c'est assez intéressant parce que l'ultraviolence... Pardonnez-moi, je vous coupe. Qui produit ces vidéos depuis quel territoire qui fait ça? C'est des community managers qui sont déjà formés, ce sont des occidentaux, c'est des gens qu'on forme? Ça dépend. En fait, il y en avait qui étaient faits par des occidentaux, d'autres par des syro-irakiens, mais c'était évidemment produit sur place. Mais ce qui est intéressant, c'est que on était à cette grande époque, on était sur des vidéos qui faisaient 30-45 minutes, donc des vidéos qui étaient assez longues et qui en fait ciblaient différents types de personnes. Effectivement, l'ultraviolence a été extrêmement médiatisée. Et bon, c'est un peu normal parce que c'était quelque chose de très nouveau. Puis je pense qu'il faut qu'on revienne dessus parce que c'est un élément important de recrutement en fait, paradoxalement. Mais effectivement, il y avait plein de leviers de recrutement différents dans ces vidéos. C'était assez intelligemment fait. Il y avait la partie utopie califale, où vous visitiez les enfants qui étaient à l'école, qui apprenaient un islam vrai, un islam pur, pas un islam dévoyé, etc. Il y avait des caméras qui se baladaient dans les rues, où on voyait des magasins avec luxuriant. Le califat existe, le califat a des ressources. Il y avait la propagande triomphante des victoires militaires. En fait, et puis il y avait toute une partie de la propagande sur la victimisation et toute une partie de la propagande qui montrait les actions d'Assad sur la population syrienne, qui est très importante en fait dans ces vidéos, qui montrait les actions des Occidentaux dans les pays musulmans. Et il y avait l'ultraviolence. Et donc cette partie de la propagande, c'est important d'en parler parce que, en fait, un des leviers d'adhésion à cette propagande, ce sont les chocs moraux. Et alors, les chocs moraux, je renvoie vos auditeurs vers une étude extrêmement intéressante qui a été faite par deux chercheurs qui s'appellent Xavier Crétier et Romain XVI pour la direction de l'administration pénitentiaire. Ils ont étudié les causes d'adhésion
plus de 350 prisonniers terroristes islamistes. Et dans ces causes d'adhésion, ils se sont rendus compte que 60% de cet échantillon, qui est quand même un bel échantillon, ils avaient eu des chocs moraux. Alors, les chocs moraux, c'est une expérience que vous vivez ou quelque chose que vous visionnez en ligne qui rentre en contradiction avec vos convictions intimes, morales, et donc qui va vous bouleverser. Et voilà. Et parmi ces 60% qui ont eu un choc moral, donc majorité absolue, il y a 40% parmi ceux-là, majorité relative dans son échantillon, pour lesquels ils ont eu des chocs moraux virtuels sur Internet. Par exemple réaliser que les pays musulmans, que la France pille les ressources des pays musulmans, par exemple. Ou voilà, il y a des bombardements, qu'il y a des gens en Syrie qui meurent, des enfants en Syrie qui meurent, et que donc c'est quelque chose d'insupportable, et donc on va s'engager et on va lutter contre ce phénomène-là en s'engageant dans des groupes plus ou moins radicaux, etc. Voilà, le phénomène de choc moral est omniprésent dans la propagande, et vous étiez sur Gaza pendant le premier talk. C'est quelque chose qui est actuellement omniprésent, mais peut-être qu'on pourra en reparler parce que c'est un levier très fort. C'est un levier très fort. Marc, vous vouliez intervenir? C'est exactement ce que je voulais dire, c'est que la période est propice aux chocs moraux. Et les images qui proviennent de Gaza, mais il y a d'autres zones de conflit. Mais c'est vrai que dans la mouvance djihadiste, il y a une focalisation particulière historique qui ne date pas de Daesh, déjà du temps d'Al-Qaïda, Ben Laden. Il y avait beaucoup de propagande qui tournait autour de la Palestine. Donc c'est vrai que voir ces images qui arrivent quotidiennement de violences, d'enfants tués, des images très crues, peuvent constituer une base pour ces chocs moraux. Et donc une base en fait de recrutement pour des groupes djihadistes. On peut donc penser qu'avec ce qui se passe à Gaza, Daesh va recruter de plus en plus. Vous constatez là sur les réseaux en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que... des publications qu'on voit beaucoup sur Twitter notamment. Ce qui est assez intéressant, c'est que il y a eu le 7 octobre et ensuite il y a eu la guerre à Gaza. Et suite au 7 octobre, c'est Al-Qaïda qui a d'abord réagi. Il y a eu vraiment deux phases. Il y a eu une phase de félicitations pour les attaques du 7 octobre, une phase de galvanisation, jubilation. Vraiment, on félicite, c'est un moment extraordinaire, c'est un élan, etc. L'État islamique a réagi plus tard parce que Al-Qaïda et l'État islamique, très schématiquement, ne sont pas du tout dans la même idéologie que le Hamas. Ils sont dans une idéologie djihadiste, internationaliste. Le Hamas est dans une idéologie islamiste et nationaliste. Il est arrivé au pouvoir par des élections, il a des liens avec l'Iran, il a des liens avec les frères musulmans, etc. Donc c'est pas du tout la même sphère idéologique. Néanmoins, Al-Qaïda, plus pragmatique, a tout de suite félicité pas le Hamas directement, mais on va dire la branche armée. L'État islamique, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a recadré le 7 octobre dans un combat civilisationnel. On revient toujours à ce combat civilisationnel, dans un combat religieux entre les musulmans et les autres. Et le Hamas est dans l'erreur, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est dans ce cadre-là qu'il faut lire cette histoire. Ça, c'était après 7 octobre. Et ensuite, quand la guerre à Gaza a commencé, c'est surtout Al-Qaïda qui a beaucoup publié. Et toutes les filiales d'Al-Qaïda publient, en fait, tout au long de l'année 2024, il y a eu énormément de publications sur la guerre à Gaza, avec des incitations à réagir, etc. Mais vraiment de manière très, très appuyée. Vraiment, ça a dopé la propagande d'Al-Qaïda. Celle de l'État islamique central, pas vraiment, mais l'État islamique sympathisant, oui, clairement. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les personnes qui sont passées à l'acte, en fait, c'est à Daesh, à l'État islamique qu'ils ont prêté allégeance. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'État islamique reste vraiment le leader de marque dans la radicalité, dans la radicalité djihadiste. Et les 3 personnes qui ont été, ou les 2 personnes qui ont été mises en examen dans le Nord la semaine dernière, c'est encore l'État islamique. Bir Hakeim, l'attentat de la tour Eiffel à côté de Bir Hakeim, c'était l'État islamique. L'attentat de Bruxelles contre des Suédois, me semble-t-il, en novembre 2023, c'était l'État islamique, etc. Et voilà. Et donc en fait, l'État islamique continue de capturer
cette demande de radicalité de la part d'un certain nombre de personnes. Marc, vous voulez ouvrir un autre tiroir ou c'est pour répondre à Laurence? Parce que sinon, j'ai une question de Morgane dans le chat. Allez-y avec la question. Question de Morgane. Salut Morgane. Merci de continuer avec nous malgré l'heure qui passe. C'est très bien, ça vous intéresse. Morgane qui vous demande davantage qu'à moi comment on démine l'instrumentalisation par les djihadistes des mettez entre guillemets chocs moraux et des événements historiques qui en sont à l'origine. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? C'est ça la question de Morgane. C'est Comment s'en compliqué. prémunir? La réponse visiblement est très très compliquée puisqu'on y arrive en fait assez mal. C'est compliqué. Et je mets on, donc c'est l'État, les services de police, la DGSI. C'est compliqué en fait, ça renvoie à la question du contre-discours. Mais voilà, ça renvoie à plein de choses. La question du contre-discours, bon, on a vu que ça marche pas vraiment. Pas vraiment marché, en tout cas le contre-discours institutionnel n'a pas vraiment marché. Il a eu des vertus informatives. Il y a également d'autres types de contre-discours humoristiques. Il y en a eu en Angleterre avec les Desperate Housewives of ISIS, etc. Mais je crois qu'en fait, dans ce cas spécifique, sur les chocs moraux, le problème est beaucoup plus large que les seuls groupes djihadistes. Et je crois qu'il faut élargir la focale par rapport à ça. C'est qu'on a des sphères en ligne qui sont complètement imperméables les unes aux autres. C'est-à-dire qu'on a des sphères qui sont pro-islamistes. Qui sont dans des biais de confirmation. Qui sont dans des biais algorithmiques, des biais de confirmation, et qui, en fait, qui ne voient pas la souffrance de l'autre camp. Et donc, ça crée une sorte de compassion à sens unique. Et c'est un phénomène qui est en fait beaucoup plus large. Et en plus, le 7 octobre et ce qui a suivi a concordé avec le rachat de Twitter par Musk et la réduction des équipes de modération. Et avec des choses vraiment, une parole complètement désinhibée. Vous n'y voyez pas de cause à effet. Une parole qui est complètement désinhibée. Enfin, on parle souvent du continuum entre les mots, l'incitation et les actes, mais là, il y a eu le contraire qui s'est produit, c'est-à-dire qu'il y a eu un acte violent qui s'est produit, et ça a désinhibé une parole et des mots très violents. Et en fait, donc, c'est l'histoire des chocs moraux, c'est une problématique qui est beaucoup plus large que celle des groupes djihadistes et qui touche en fait la polarisation de la société dans son ensemble. Oui, dans la fameuse audition du DGSI dont on parlait au début. C'est la Direction Générale de Sécurité Intérieure, c'est les services secrets qui s'occupent de l'intérieur de la France, pour faire gros. Ça. Ah, on va dire ça comme ça. Le directeur avait dit une chose intéressante. Il avait dit, je suis convaincu, j'ai plus les mots par cœur, mais enfin en gros c'était ça, je suis convaincu qu'on vaincra le terrorisme, la mouvance djihadiste terroriste, mais je suis beaucoup plus sceptique par rapport à la radicalisation. Et là, c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Et je pense que la remarque s'applique aussi à la question qui a été posée, parce qu'effectivement, en ligne, il est plus facile de détecter des discours violents, des potentialités de passage à l'acte et d'intervenir en arrêtant ces personnes. En revanche, intervenir sur ce qui se passe dans les esprits des gens, modifier leur perception, faire de l'ingénierie sociale d'une certaine manière, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est peut-être même pas très souhaitable par ailleurs. Peut-être, mais sur certains sujets, c'est vrai que quand on voit ce qui circule en ligne, c'est quand même très inquiétant. Quand il y avait eu, par exemple, l'assassinat de Samuel Paty, vous vous souvenez qu'il y avait eu une mini polémique parce qu'en réalité, il y avait eu des signalements sur des interventions en ligne du terroriste avant donc l'attentat. Et ce qu'avait dit le ministère de l'Intérieur, c'est vous ne vous rendez pas compte. Il y a tous les jours des dizaines, des centaines, je ne sais pas combien, de messages très violents qui circulent. Et si on devait arrêter chacune de ces personnes, on serait dans une population, dans une problématique de surpopulation carcérale bien plus importante que celle qu'on a. Et par ailleurs, il y aurait aussi des problèmes en matière de juridique, d'état de droit et autres. Mais donc c'est compliqué parce que effectivement, quand on voit le nombre de personnes qui annoncent sur les réseaux qu'elles souhaitent en tuer d'autres, ça fait peur. En fait, on est sur des problématiques de volumétrie considérables. Et donc, c'est très compliqué. Enfin, pour tout ce qui est contre-discours, prévention, etc., il y a des problématiques de volumétrie, il y a des problématiques de pénétrer les bulles. C'est-à-dire que dans les sphères très radicales, il n'y a pas de pénétration de contre-discours, sinon vous êtes viré de ces sphères. Et il y a, en fait, en termes de volume, on est aussi... Enfin, en fait, ceux qui sont
croyants dans ces causes, et je ne parle pas de croyances religieuses, mais je parle de croyances dans une cause religieuse, politique, idéologique, etc., ils ne sont pas aux 35 heures, quoi. Je veux dire, ils bossent tout le temps. Et voilà. Et il y a une vidéo très connue de l'État islamique qui dit quand on nous supprime un compte, on va en construire 3, mais quand ils vont nous supprimer 3 comptes, on va en construire 30. Donc voilà, donc il y a vraiment cette espèce de résilience et de croyance et d'action par rapport à cette croyance. Oui, et par ailleurs, ça c'était la logique d'il y a 10 ans, mais aujourd'hui, avec des outils d'intelligence artificielle, vous pouvez démultiplier évidemment ces effets. La question, c'est l'intelligence artificielle est aussi utilisée évidemment en défense. Donc est-ce que c'est l'offensive ou la défensive qui au final va l'emporter? Ça va rendre le jeu plus complexe de part et d'autre. Il y a Ab Marocino qui pose une question. J'ai l'impression qu'on y a un petit peu répondu. Je vous la pose tout de même. Moi, j'ai une question. Merci pour ta question, Ab Marocino. Comment on peut expliquer que la plupart des radicalisés possèdent une connaissance très basse de l'islam, donc il parle des radicalisés djihadistes, futurs djihadistes, et que leurs actes sont basés sur des croyances qui sont propagées par certaines sectes? Bon, pourquoi on se radicalise en fait? Malgré... Attends, je ne suis pas sûr de comprendre ta question finalement. Comment on peut expliquer que la plupart des radicalisés, sur quoi se fonde la radicalisation de ces gens, malgré leur très basse connaissance de l'islam? Si je veux résumer sa question. Voilà, On y a un petit peu répondu. Oui, mais on peut quand même préciser les choses. La radicalisation, généralement, elle n'est pas unifactorielle. Il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte et en fait, il faut regarder au cas par cas. Souvent, il y a un mélange de ce qu'on appelle des facteurs d'attraction et de répulsion. Des facteurs de répulsion de la société pour X raisons, et puis des facteurs d'attraction du groupe. Pour ce qui est de Daesh, par exemple, il y avait vraiment une mise en avant de la fraternité ou de la sororité. Rentrer dans le groupe, on va avoir une vraie solidarité, etc. Parfois, il y a aussi des éléments de chocs moraux, géopolitiques qui peuvent rentrer en ligne de compte. Parfois, il y a des éléments qui sont plus de nature psychologique. Souvent, on dit qu'il faut regarder au niveau micro, au niveau de l'individu, au niveau méso, au niveau de son quartier, par exemple. Il peut y avoir des prédicateurs très convaincants dans certains quartiers. Et puis, au niveau macro, ce qui se passe dans un pays ou même plus largement dans le monde. C'est compliqué de répondre précisément à cette question parce que la radicalisation est multifactorielle. Ouais, il y a un autre phénomène qui complète ce que vient de dire Marc, c'est que actuellement il y a un phénomène dont on parle de plus en plus, avec des chercheurs qui se posent la question: est-ce qu'on rentre dans une phase post-idéologique, c'est-à-dire que on est face à des jeunes qui sont essentiellement attirés par la violence et qui finalement finissent par post-rationaliser leur volonté de violence avec une idéologie. On a vu en France des cas de jeunes qui hésitaient en fait entre devenir néo-nazis ou devenir djihadistes. Ce qui paraît un peu incongru, mais en fait pas tant que ça. Ce qui paraît un peu incongru, mais pas tant que ça, parce qu'on a vu qu'il y avait des résonances, il y a aussi des connecteurs idéologiques entre ces sphères, certaines visions du monde, le tropisme antisémite, etc. Donc voilà, il y a un certain nombre de connecteurs idéologiques, mais ce que je veux dire, c'est que, et d'ailleurs c'est un débat qui est assez vif dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni, est-ce que on doit élargir la définition de terrorisme à des personnes qui ont une appétence pour la violence? Et c'est pas l'intention de terroriser, non. Et en fait, voilà. La définition du terrorisme. Et exactement. Et en plus, ça risquerait de déborder les services. Et le responsable du contre-extrémisme anglais écrivait il y a quelque temps que on pouvait faire une analogie. Pour rechercher des terroristes, c'était chercher une aiguille dans une botte de foin. Et si on élargissait la définition, en fait, on rajoutait du foin, puisque du coup ça élargirait le vivier, enfin le périmètre des personnes à rechercher. Mais c'est vrai que il y a de plus en plus une appétence pour la violence. Il y a eu en fait une ouverture de la fenêtre d'Overton de la violence, c'est-à-dire une ouverture de la fenêtre d'acceptabilité de cette violence, notamment au niveau des contenus qui circulent en ligne. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, un contenu d'Al-Qaïda qui appelait au meurtre, ça nous choquait. Ensuite, il y a eu l'État islamique avec l'ultra-violence. Et finalement, en valeur relative, eh bien, les contenus d'Al-Qaïda qui sont pas, voilà, regardables sont devenus, en tout cas peut-être. Exactement, sont devenus acceptables. Et donc, il y a un phénomène presque de mithridatisation par rapport à cette ultra-violence en ligne qui fait que... on prend un petit peu de poison et à la fin, le poison ne vous empoisonne plus. Exactement. Marc Ecker.
Non, mais je pense qu'on peut peut-être prendre une dernière question. Oui, si j'en ai vous- une dernière. J'en avais plein d'autres, mais vous avez monopolisé la parole pendant 1 heure. Mais c'est le but du talk, hein. C'est plutôt de vous laisser parler. C'est ce qu'on propose en tout cas dans le talk, c'est vous laisser un peu la parole. C'est rare dans les médias d'avoir 1 heure. Parmi les gens qui sont sensibles à ce genre de message, il y avait des hommes. Désormais, il y a des femmes et pas mal de jeunes, Laurence, il me semble. Oui, en fait, il y a un rajeunissement de la menace. C'est un constat qui est fait dans beaucoup de pays et dans beaucoup de sphères, à la fois sur la sphère djihadiste, enfin, sur la sphère ultra-droite. Donc il y a un rajeunissement global de la menace. Alors j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais de mémoire, on était à 1% des mises en examen d'ados en 2022, 3-4% en 2023, et sur les 8 premiers mois de 2024, on est à 21%. J'ai plus les chiffres sur 2024 en totalité, peut-être que tu les as. C'est 70% de moins de 21 ans depuis 2023. Ouais, alors moi je parle vraiment des ados mineurs. Et en fait, ce phénomène s'explique à la fois par une demande de radicalité et une offre de contenus radicaux. On est dans la phase adolescente avec, je ne fais pas de psychologie de comptoir, mais la volonté de transgresser, de se révolter contre l'autorité, etc. Par les passions un peu plus fortes. Oui. Mais de l'autre côté, il y a aussi une offre spécifique pour les jeunes, à la fois en termes de plateforme, avec des contenus qui sont envoyés sur TikTok, sur différents types de réseaux, et qui ensuite vont canaliser vers des écosystèmes plus radicaux. Donc en termes de plateforme, en termes de format, avec des formats, on en parlait tout à l'heure, des formats très courts, nos jeunes ne lisent plus, donc il faut qu'on adapte notre propagande, et aussi en termes de contenu. Et en termes de contenu, il y a eu un cas intéressant en Italie récemment d'un jeune de 14 ans qui voulait construire une cellule de l'État islamique en Italie, faire un attentat. Et en fait, il a été arrêté. Et il a dit pendant son audition qu'il avait été convaincu en visionnant des vidéos de l'État islamique qui mettaient en scène des ados kamikazes. Et donc, il y a vraiment cet effet mimétique, identificatoire dans la propagande, aussi dans les contenus. La question était sur les jeunes et sur les femmes. Sur les femmes, il y a eu un vrai changement avec l'État islamique parce que l'État islamique voulait construire une société et avait donc besoin de femmes. L'idée, c'était que les femmes soient des bonnes épouses de combattants et bâtissent l'avenir en faisant des enfants. Donc vraiment, l'idée, c'était d'avoir des mères. Et ça a fonctionné sur les 1500 Français qui sont partis et arrivés en zone syro-irakienne à la période du djihad sur place. Il y avait 500 femmes à peu près. Il y a ce qu'on a vu aussi, c'est un recours de femmes à la violence. On a notamment eu en 2016 une tentative d'attentat par des femmes devant ou à proximité de la cathédrale Notre-Dame à Paris. 19h, passé de 46 secondes, 47, on est un petit peu en retard et c'est de ma faute, c'est moi le maître du temps et je n'ai pas vu le temps passer. C'est l'heure de nous séparer, mais juste avant peut-être le mot de la fin ou le mot de la suite, Laurence. C'est patate chaude aux invités pour conclure. Le mot de la fin, je crois que le livre de Marc montre que il faut continuer à regarder la menace djihadiste. Il ne faut pas l'hystériser, ni au niveau politique, ni au niveau médiatique. C'est hyper important parce qu'il ne faut pas que les médias se fassent le porte-voix inespéré d'une propagande qui finalement est en régression. Et puis, en fait, il faut être attentif aux nouvelles menaces et anticiper les menaces qui ne sont pas encore là, qui vont arriver. Alors, ça peut être compliqué en termes de ressources, mais il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là. Merci Laurence. Marc, le mot de la fin, le mot de la suite. Le mot de la suite, c'est que je pense qu'il est important de faire beaucoup de pédagogie autour de ces sujets. J'aime bien cette émission parce que c'est un format où on a le temps de faire de la pédagogie et en plus c'est pour un public jeune, attentif. Et donc le mot de la suite, c'est que je pense qu'on aura d'autres occasions de faire ce type d'émission sur des sujets tournant autour du terrorisme et de la radicalisation. Ça sera en tout cas avec un plaisir partagé. 19h01, 19h02. Allez, c'est la fin de ce stream, chers amis. Merci à tous les deux pour vos passionnantes lumières. Merci d'avoir joué le jeu des questions du chat. Merci de m'avoir permis de ne poser quasiment aucune question. C'est un plaisir de vous écouter. Parfois, ça fait beaucoup de bien. C'est la fin de ce stream pour vous dans le chat. Merci d'avoir suivi. Pour ceux qui ont raté le début, qui veulent le partager à leurs copains, leurs copines, leur maman, leur vieille tante, leur patron ronchon, le stream est dispo en replay sur Twitch et sur YouTube, ainsi que sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Le stream est aussi disponible en podcast sur la plateforme de Radio France. La discussion se poursuit, pas ce soir sur Discord, mais peut-être demain.
Jules va mettre le lien s'il ne l'a pas déjà mis. Merci pour vos questions dans le chat. Merci d'avoir été bienveillant et courtois, spécialement aujourd'hui. C'est votre espace, vous êtes ici chez vous, alors continuez à nous suivre de cette manière-là. Merci bien sûr à Jérém Alamodé qui vous lit, qui vous censure, qui vous modère en tout cas. Merci à ma droite à Cyril Balta à la réal. Merci à Steph Berlu pour les visuels. Merci aussi à Camille Rio à la programmation. Camille, on va se retrouver, enfin, vous retrouverez le talk mercredi prochain de 17h à 19h. Ce sera avec Sarah Calaman, parce que je prends quelques jours de vacances. Camille, on va parler de quoi pendant 2 heures mercredi prochain? Camille Rio. Bonsoir. Alors, la semaine prochaine, on va faire un bilan politique de l'actualité française. Et dans un second temps, nous pencherons sur une question essentielle aujourd'hui, sur la santé mentale. Et notamment les troubles bipolaires. Merci Camille Rio, programmateur du stream. Rendez-vous donc mercredi prochain donc avec Sarah Calaman, que vous connaissez déjà, 17h à 19h. Même endroit, même heure, certainement pas de bonne heure, mais certainement bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.